Alors là, Azur et Asmar, je vais tellement me marrer à le faire. Déjà parce que j'adore ça, mais pas seulement justement. C'est parce qu'il a des putains de gros défauts. Et ça va être un kiff. Parce que généralement, je parle de trucs que j'adore. Je parle des romans, des bandes dessinées, des films. Je parle de trucs que j'adore. Bon, à part lui, voilà, globalement, voilà. Et Azur et Asmar, bah, c'est un film que j'adore. En même temps, Michel Oslo, mais c'en est un qui a pas mal de défauts. Contrairement à Kirikou, Prince et Princesse, qui sont quand même relativement stylés, Azur et Asmar aussi. Puis voilà, comme beaucoup de monde, c'est les films de mon enfance, il y a toujours une petite vibe nostalgie, on peut que les aimer. Mais pour autant, il a des défauts aussi, mais un peu moins facile à éviter. Et c'est pour ça que c'est génial, je vais pouvoir faire mon fanboy et mon salopard en même temps. Ah, la magie, le Michel Oslo. Alors Azur et Asmar, de quoi ça parle? Ça parle de deux garçons Azur, qui est blond aux yeux bleus, et de Asmar, qui est brun aux yeux noirs. Les deux gamins sont élevés comme des frères en France, ou en tout cas dans un pays européen. Pour autant, les deux sont aussi éloignés l'un de l'autre qu'on peut l'être. Azur, c'est le fils d'un châtelain, et Asmar, c'est le fils de la nourrice d'Azur. On n'est pas vraiment sur le même niveau social. Pendant toute leur enfance, la nourrice élève les deux gamins exactement pareil, comme si c'était tous les deux ses fils, même si elle n'a aucun lien de sang avec Azur. Elle les considère tous les deux à égalité comme ses enfants. Donc elle les éduque en leur parlant de plein de choses, en leur apprenant les deux langues qu'elle connaît, le français et l'arabe, et surtout, elle leur raconte l'histoire de la fée des djinns. Ah non, mais la blague, elle est nulle, là. Bon, fée des djinns, voilà. Ouais, djinns comme ça, voilà. Une fée des djinns qui serait emprisonnée quelque part très très loin de l'autre côté de la mer et qui attendrait qu'un prince charmant vienne la libérer. C'est pourquoi, une fois arrivés à l'âge adulte, Azur et Asmar partent en quête de la fée des djinns. Voilà. Donc un peu comme Kirikou, on a le côté conte de fées. Voilà, prince charmant, princesse à sauver. On peut pas faire plus basique niveau conte de fées. Alors déjà, je vais vous parler dans un premier temps de un peu l'ambiance, les décors et la façon dont le film montre absolument merveilleusement la culture arabe à travers son scénario. C'est absolument magnifique. Ensuite, je vais vous parler des personnages, les personnages secondaires, parce que ah putain, ils les soignent. Ah là, Azur et Aspar, on peut rien dire. Les persos secondaires sont, ils ont tous leurs petites caractéristiques. C'est très intéressant. Et ensuite, on va passer à ce que j'aime pas trop dans le film. Principalement des aspects qui tournent autour de la fin. Je vais vous expliquer. Ouais, tu peux te faire petite, ouais, parce que je vais parler de toi, mais pas forcément bien. Allez, goodbye, on se revoit à la fin. Un petit point sur les décors. Est-ce qu'ils sont beaux? Bien sûr que oui, c'est Michel Oslo. En plus, ça rime. Alors après, c'est vrai que les graphismes sont un peu étranges. Les décors sont en 2D, mais les personnages sont dans une sorte de 3D, donc c'est un style. En tout cas, ça le démarque. Azure et Asmar, on peut pas se tromper. Quand on voit une image, on sait que c'est Azure et Asmar. Mais ça peut être un petit peu spécial au début. Ça fait un peu des graphismes de personnages de vieille PlayStation, vous trouvez pas? Non? Bah moi aussi, voilà, moi aussi, je vous emmerde. Mais pour revenir au décor, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Ah mais là, pour montrer la végétation dans les pays arabes, mais pas seulement, l'architecture, les couleurs, les marchés. D'ailleurs, il y a une très très belle scène où un mendiant, Krapou, je vais y revenir après, fait visiter la ville à Azur. Azur qui est aveugle, ou en tout cas qui prétend l'être. Donc il ne peut pas voir ce qui se passe. Et c'est que Krapou qui lui dit ce qui se passe. Il lui dit d'une façon absolument horrible, genre ouais t'as vu, ça c'est nul, ouais ça pue, machin. Sauf que nous on voit le décor et on voit à quel point c'est beau. C'est une façon vachement originale de, de faire découvrir aux spectateurs un peu toute l'ambiance de la ville. C'est vraiment sympathique, c'est du très bon taf. Puis en parallèle, voilà, on a droit à beaucoup de monuments culturels. On a une mosquée, une synagogue, une église dans la même ville pour vraiment montrer l'ouverture culturelle que peuvent avoir les grandes villes d'Orient, surtout au Moyen Âge. Contrairement aux idées reçues, surtout maintenant, hein, on va pas rentrer dans des débats politiques, mais c'est quand même super d'avoir une telle image de la culture arabe. Ça rafraîchit vraiment. D'ailleurs, culture arabe, les personnages, est-ce qu'ils parlent français? Alors certains oui, mais la plupart, surtout les habitants de la ville, bah, ils parlent arabe. Est-ce que ça dérange? Bien sûr que non. Alors, dans certains streamings ou dans certaines versions de DVD, il y a des sous-titres automatiques quand un des personnages parle arabe. C'est pas mal, ça permet de vraiment savoir ce qu'il dit. Mais est-ce que c'est un souci s'il n'y a pas les sous-titres? La réponse est non.
Pourquoi? Parce qu'on comprend quand même ce qu'ils veulent dire. Oui, oui, je sais, on parle pas arabe, je ne parle pas arabe, vous parlez peut-être arabe, moi pas. Mais on comprend quand même, parce que le film, bah, il est intelligent, il pense à ça. Un personnage peut dire quelque chose, bon, tu sais pas exactement ce qu'il dit, mais tu vois très bien, en fonction de la narration, voilà, s'il est terrifié, bon, tu te doutes un peu de ce que ça va être, s'il est en colère, tu sais, s'il profère une menace, un cri de détresse, ou si il dit bonjour, s'il est gentil, ça se voit, ça se voit. Donc, ouais, on comprend pas des subtilités, mais la plupart, on les comprend quand même. Des fois, il y a même la version française qui est juste après. On sait ce que les personnages disent. Ça, c'est super. On n'a pas besoin d'être toujours en mode ah, qu'est-ce qu'il dit. On n'a pas besoin. Et en même temps, on n'est pas non plus pris par la main. Il parle arabe et c'est beau à entendre. Le mélange avec le français, en plus, c'est très très beau. Toujours dans cette espèce de mélange culturel qui est vraiment savoureux. Alors heureusement, Michel Oslo a pensé quand même à nuancer son propos. Il y a des superstitions dans nos pays d'Europe, il y en a aussi là-bas. Il y a les superstitions des yeux bleus, par exemple, qui pensent que les yeux bleus, ça porte malheur, le mauvais œil, typiquement. Donc, Azur en fait un peu les frais. Mais chez nous, bah, il y a des superstitions aussi, hein, les chats noirs, tout ça. C'est intéressant. Puis il y a aussi des connards, hein, il n'y a pas que des gens hyper ouverts d'esprit. Voilà, il y a des marchands absolument horribles, il y a des brigands, bah, il y a des connards dans les deux camps. Après, c'est vrai qu'à part Azur, hein, les représentations des Européens dans le film, elles sont pas spécialement élogieuses. D'ailleurs, ça a créé pas mal de polémiques. Il y en a qui se sont dit, ouais, l'image que ça donne, voilà, les Arabes, oh là là, c'est des victimes, ils sont tellement bien, et les Blancs, on est méchants. Alors, je ne suis pas, je pense pas être assez calé pour répondre à cette question. Simplement, Azur et Asmar, c'est fait pour montrer la culture arabe, pas la culture européenne. Donc c'est normal enfin, en tant que blanc, il faut accepter que des fois quelque chose n'est pas à propos de nous. Que oui, il y a des blancs dans ce film, mais on n'est pas le sujet. Donc c'est normal voilà. Et puis honnêtement, entre les Européens et les Arabes, c'est lesquels qui manquent de bonne représentation. On est d'accord. C'est pour ça qu'Azur Asma réussit très bien son coup, d'autant plus que c'est un film tout public. Un enfant peut très bien le comprendre. Et je pense même qu'aujourd'hui, c'est très important que des enfants puissent avoir accès à des œuvres comme ça. Même chose pour Kirikou d'ailleurs. Ah bah oui, je vous ai dit, je vais quand même faire mon fanboy, hein, on n'est pas encore à la partie qui fâche. Là, on va parler des personnages. Et les personnages, alors là, accrochez-vous, on commence par le meilleur, on commence par Jenan. Qui est Jenan? C'est la maman d'Asmar. Et donc la belle mame d'Azur, c'est la nourrice, c'est la nourrice. Franchement, si quelqu'un cherche des exemples de femmes badass et de mères badass, prenez Jenan. Prenez Jenan. Ah, y a pas à dire, Michel Oslo, les personnages de mère, il sait très bien les faire. Jenan est fabuleuse. Et ce que je trouve le plus admirable dans ce personnage, c'est la façon, j'en ai déjà parlé, c'est la façon dont elle ne fait aucune différence entre les deux. Je trouve ça fabuleux. Son fils biologique, c'est Asmar. Mais Azur, même si ce n'est pas par le sang, c'est tout autant son fils. Même si elle ne le voit pas pendant des années. Parce que oui, le châtelain chasse la nourrice et son gamin quand Azur est petit, un peu tragédie. Il se voit pas pendant 10 ans. Azur revient, Jenan l'accueille comme son fils, sans faire aucune différence avec Asmar. Alors même qu'il est sorti de sa vie depuis 10 ans. C'est une telle preuve d'amour. Et d'ailleurs, ça se voit aussi. Enfin, Azur et Asmar le lui rendent bien. C'est leur mère à tous les deux. Même si Azur l'appelle nourrice, c'est sa mère. C'est fabuleux. Azur, fils. إنه الطفل الذي ربيته في الجهة الأخرى من البحر. Et évidemment, bon, ça crée quelques petites disputes, bah, des chamailleries enfantines et ensuite un petit peu plus adultes entre Azur et Asmar parce que ils ont beau s'aimer comme des frères, il y a toujours cette petite rivalité. Ah non, c'est ma maman, c'est pas la tienne. Si, c'est aussi la mienne. C'est normal. D'ailleurs, la relation entre Azur et Asmar, je vais en parler plus tard, mais elle est top aussi. Mais en tout cas, Jenan, absolument géniale. Et surtout, elle se limite pas seulement au statut de mère, parce qu'on la découvre, c'est une nourrice. Pas le meilleur statut social de la planète, ce qui montre la façon dont les personnes étrangères étaient reléguées dans la société, en Europe au Moyen-Âge. Et plus tard, quand on la retrouve dans son pays d'origine, ah ben c'est plus une nourrice, c'est une marchande extrêmement riche. Pourquoi extrêmement riche?
parce qu'elle est badass, parce qu'elle est intelligente, et parce que le fait d'avoir vécu à 2 endroits différents, avec 2 cultures, avec 2 langues, avec 2 façons de voir la vie, bah ça lui donne une ouverture d'esprit encore plus maximale. Ça lui permet de comprendre beaucoup de choses, ça lui permet de s'affranchir de beaucoup de superstitions, de beaucoup de croyances. Et c'est génial, c'est un formidable message. Le côté où c'est l'instruction et l'expérience qui font que bah on peut arriver à beaucoup de choses. Et aussi, une petite info qui peut paraître intéressante par les temps qui courent encore, c'est intéressant de voir que quelqu'un qui, dans un pays, est une nourrice, peut être une marchande extrêmement influente, elle a plein de contacts, elle a un grand réseau dans un autre pays. On ne doit pas limiter quelqu'un à la première, à son statut social. Et Jenan, elle illustre parfaitement bien. Ah non, mais vraiment, la mère de Kirikou, elle a de la concurrence. Franchement, les deux sont géniales. Je vous ai résumé très 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 rapidement l'histoire d'Azur et Asmar. Hein. Je vous ai dit, voilà, ils vont chercher la fée des djinns. Les djinns, merci. Mais ils y vont pas comme ça. Ils ont plein de petites étapes. Ils doivent récolter des objets magiques. Et ils doivent rencontrer des personnes qui vont les guider. Et parmi elles, Yadoa. Et Yadoa, c'est pas le personnage secondaire le plus fascinant. On le voit très peu. Et bon, il y en a qui sont beaucoup plus haut en couleur. Même si très beau violet, on peut noter. L'histoire de Yadoa, elle est tout en finesse. Parce qu'elle est implicite. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément quand on est petit. Et quand tu regardes le film, tu comprends en fait son histoire. En fait, à la base, Yadoa, c'est un savant qui vient de France, en tout cas qui vient d'Europe. On va dire que le pays d'Azur, c'est la France pour simplifier. Et son arrière-arrière-grand-père était juif. Son arrière-arrière-grand-père, hein, pas lui, son arrière-arrière-grand-père. Donc ça remonte très loin. Et il explique qu'à cause de l'antisémitisme, il a été obligé de déménager dans la ville d'Asmar, où l'ouverture culturelle lui permettait de ne pas être tourmenté. Donc lui aussi, du coup, comme Jenan, il a vécu la discrimination et surtout, il a une double culture et une double vision des choses qui lui confère sa grande sagesse. Il est intéressant dans le sens où il incarne la discrimination indirecte, on va dire. Je sais plus exactement le terme, mais le fait que ce n'est pas lui qui est étranger, mais ça remonte à très très loin, à plusieurs générations, et ça le touche quand même. En fait, il montre vraiment l'extrémité du racisme et de la discrimination. Mais c'est un très beau personnage, mais bon, c'est pas non plus le plus fou, quoi. Mais il est sympa, et il est très intéressant. Et il ne dit pas qu'il est juif, enfin que ses ancêtres étaient juifs. Alors comment je le sais? Par 2 détails implicites. Le fait qu'il y ait une étoile de David en décor dans son appart, et le fait qu'il précise qu'il enseigne l'hébreu à la princesse de la ville. Ces 2 détails, c'est tout con, hein. Mais quand tu les sais, tu dis ah d'accord. Et je trouve que le film a raison de ne pas insister là-dessus, de ne pas dire oui, mon arrière-arrière-grand-père était juif. D'ailleurs, il n'y a toujours pas le mot européen, blanc, français, arabe. Il n'y a même pas le mot arabe, hein, parce que on s'en fout, on s'en fout. C'est pas important. Puis ça sert mieux le compte, quoi. Il n'y a pas de trucs géographiques précis. Donc ouais, il n'y a pas besoin de montrer qu'il est juif, enfin en tout cas de le verbaliser. C'est 2 petits indices comme ça. Quand tu le sais, t'es en mode ah ok. Et quand tu le sais pas, c'est pas grave, parce qu'il t'explique quand même. Donc très beau personnage qui illustre bien, je trouve, la nuance qu'a essayé de faire Michel Oslo là-dessus. Alors, est-ce que je vous ai déjà parlé de femmes badass? Bien sûr que oui, partout, même dans ce film, hein, Jenan, hein, on te salue. Mais il y en a une autre. C'est moins une femme qu'une fille badass. C'est la princesse Shamsou Saba. Alors elle, déjà la préparation de son arrivée est très astucieuse. On entend beaucoup parler de la princesse dans le film avant de la voir. Et on entend, voilà, on passe devant le palais, oui, il paraît qu'il y a la princesse, il paraît qu'elle est très intelligente, mais personne l'a vue. Il y a les personnages Jenan, Yadoa qui disent oui, elle est incroyable, elle est ultra ouverte, ultra savante, c'est l'espoir de notre peuple. Donc on nous tease la princesse, on se dit oulala, là là là, mais qu'est-ce que... Parce que Azur, il doit aller la voir pour des objets magiques, pour avoir des renseignements, pour choper la fée des djinns. Et c'est assez rigolo parce que du coup, on est un peu impressionné. En plus, l'arrivée dans le palais nous est vraiment présentée en grosse pompe, avec grosse mise en scène. Et la princesse qui arrive comme une fleur. Tada! Bonjour, monsieur. Que vous avez de beaux yeux. D'accord, je t'imaginais un petit peu plus vieille, mais pas de souci, pas de souci. Enchantée, princesse. Le personnage est super parce que la princesse, elle a quoi? 10 ans? Peut-être même moins? Allez, 8 ans, entre 8 et 10 ans. Elle est géniale parce qu'elle combine à la fois
son caractère un peu enfantin, qui est très curieux, qui aime bien jouer, qui aime bien un peu courir partout, qui n'a pas encore en soi toutes les grosses convenances de son rang, et en même temps, c'est pas non plus une gamine. On sent qu'elle a une intelligence et une maturité extrêmement élevées. Que voilà, c'est la princesse. Elle n'est pas encore au pouvoir, c'est sa mère qui est régente pour l'instant, mais elle sait le pouvoir qui l'attend. Elle est très carrée, très méthodique. Elle sait où elle va et c'est vachement rafraîchissant. Et c'est intéressant quand on entend les personnages dire ah, elle est l'avenir de notre peuple. La princesse Shamsou Saba, effectivement, elle incarne un peu ça. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait aussi jeune, parce qu'elle illustre un peu le fait que la jeune génération sera meilleure, que la jeune génération c'est l'avenir du monde, et aussi peut-être le fait que la jeune génération est plus ouverte. Vous voyez? Parce que, alors, elle est du pays, elle en est pas sortie, elle est même jamais sortie de son palais, la pauvre. Pourtant, elle en sait énormément sur le monde entier, parce que Yadoa, c'est son précepteur, et puis il y en a plein d'autres. Elle a une culture qu'on lui a inculquée. Ça permet une ouverture d'esprit. Donc c'est que du bonus. C'est que du bonus. Shamsou Saba, c'est un personnage très positif, très énergique, très optimiste. C'est vraiment du très bon taf, et vraiment très adorable. Et finalement, dans tous ceux que j'ai présentés, la princesse c'était de loin la plus fun, hein, parce que les autres c'est vrai que c'est très bon, c'est pas le truc le plus rigolo du monde, hein, comme film, mais heureusement il y a un comic relief parmi les personnages secondaires. Crapou, voilà, rien que son nom, voilà, la représentation de l'Europe à part Azur. Alors Crapou, mais qu'est-ce que c'est que ça? Désolé. Crapou, alors c'est celui qui fait les blagues, hein, c'est celui qui fait les blagues, mais il va un peu plus loin que ça. Crapou, en fait, il vient d'Europe, et lui aussi, il y a longtemps, il y a 20 ans, il était venu au pays pour essayer de délivrer la fée des djinns. Sauf que lui, contrairement aux deux frères, il a lamentablement échoué et il est devenu un mendiant. C'est un peu finalement le double négatif d'Azur. Parce que Azur, on va en parler après, hein, mais Azur qui est ultra gentil, qui réussit tout ce qu'il entreprend, qui a vraiment, enfin voilà, tu vois sa tronche, tu sais que c'est le prince charmant de l'histoire, hein, de Sori Asmar. On en parlera de ça après aussi. Crapou, c'est totalement son opposé. Déjà, physiquement, il est pas très beau, il fait pas très prince. Il a totalement échoué. Et puis, il en a acquis un très mauvais esprit. C'est pour ça, il critique toute sa ville. Genre, ouais, de toute façon, ils ont ça. Oh là là, c'est mieux quand même en Europe. Hein, oh là là. Mais à un point tellement extrême que ça devient drôle, hein. Évidemment que tu sens quelque chose. C'est le côté des épices. Ils en mettent partout. Ils n'ont pas de moutarde. Puis d'ailleurs, les deux ont les yeux bleus. Crapou le cache, mais lui aussi a les yeux bleus. Il le cache pour éviter d'être victime de discrimination à cause de la superstition du mauvais œil. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui le rapproche d'Azur. Crapou, c'est un peu ce qu'aurait pu être Azur dans une autre vie s'il avait été moins accompagné, s'il n'avait pas eu sa nourrice qu'il a retrouvée, s'il n'avait pas eu Asmar, s'il n'avait pas eu l'éducation qu'il a eue. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en toute logique, Crapou va devenir un peu l'ami et l'écuyer d'Azur. Ce que je trouve très intéressant parce que Crapou, il a peu de qualité, hein. Il est lâche, bon, physiquement, il n'y a pas grand chose pour lui. Il est quand même voilà, il est un peu radin, il ment, il vole, il triche, enfin, c'est un scandale. Mais il est loyal. Enfin, il est loyal quand il veut, mais il est vraiment loyal envers Azur. Il veut vraiment l'aider. Alors, pas tout de suite, mais après, il veut vraiment l'aider. Et puis même, il a un franc-parler, il s'embarrasse pas des convenances, et des fois, ça rafraîchit. Ouais, ça rafraîchit. Quand tout le monde est en mode gravitas, ultra solennel et tout, ça fait du bien d'avoir un crapou qui arrive et qui dit ouais alors, machin. Ça fait du bien. On en a besoin. On en a vraiment besoin. Je vous ai parlé de tous les personnages secondaires, sauf toi, parce que je te garde pour la fin. Et j'en ai oublié deux. J'en ai oublié deux, mais je les ai pas oubliés parce qu'ils ne sont pas secondaires. Ah ouais, Azur, Asmar, on commence par lequel? On commence par Asmar, aka celui qu'on ne voit jamais. Alors c'est vraiment dommage parce que ça a beau s'appeler Azur et Asmar, on est tout le temps sur Azur. Et c'est normal parce que Azur, c'est celui qui découvre la ville. Donc c'est mieux de le suivre en tant que spectateur pour le découvrir avec lui. Ouais, mais Asmar, il est beaucoup plus intéressant. Puis surtout, enfin, c'est quand même, enfin, c'est censé être les deux les héros. C'est dommage qu'Asmar soit toujours relégué au second plan. Asmar a une personnalité vraiment complexe dans le sens où il a vécu de la discrimination. Vous allez me dire, comme Jenan, comme Yadoa, un peu comme Azur aussi.
Mais la différence, c'est que lui les a vécus quand il était enfant. Quand il n'avait pas encore le recul nécessaire pour dire que voilà, ce n'est pas la faute des Européens, c'est la faute de deux, trois cons, c'est la faute de société. Toute sa vie en France, il a souffert de la comparaison avec Azur, qui était le fils d'un châtelain, donc qui était richement habillé, qui avait droit à une éducation. Lui, il est noir, il est le fils d'une nourrice, donc le fils d'une servante. Il n'est pas richement habillé, il vit dans une toute petite maison, il n'a pas le droit de prendre des cours. Les différences de traitement, ça fait mal, surtout à cet âge-là. Et pour finir, le châtelain, qui est quand même un peu l'employeur de sa mère, il les chasse tous les deux en plein hiver, ils auraient clairement pu mourir, quoi. Donc Asmar, qui était trop jeune pour avoir du recul sur la situation, on a conçu une haine des Blancs. D'ailleurs, même s'il parle français, parce qu'il a appris le français en même temps qu'Azur, il ne parle pas français pendant la majorité du temps où il est adulte, parce qu'il ne veut pas parler français, parce qu'il veut s'éloigner de cette culture. C'est le seul qui a une double culture, mais qui refuse de l'assumer. Et c'est quelque chose qu'on comprend aussi, parce que quand t'es victime à ce point de racisme, quand t'as failli mourir à cause de la connerie des gens, t'as pas forcément... Enfin, voilà, il était enfant, il a perdu son frère quand même comme ça, c'est normal. Et ça le rend très beau, parce que pendant très longtemps, il rejette Azur. Pour lui, il est responsable de ce qui s'est passé pour lui. Or que non, il n'y pouvait rien, mais vous voyez, c'est l'enfant qui parle, et c'est tout à fait normal, sa réaction. Elle est injuste, mais elle est normale. Et c'est aussi ça qui permet une rivalité entre les deux. Et d'ailleurs, c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle Azur et Asmar, finalement. C'est parce que, bon, Asmar, on le voit pas beaucoup, mais c'est parce que le sujet principal du film, c'est pas la fête des djinns, c'est la relation entre les deux frères. C'est le fait que leur relation, voilà, quand ils sont enfants, quand ils sont compagnons de jeu, plus tard, quand ils sont un peu en rivalité, déjà parce qu'ils ont vécu, puis surtout parce que il y a une fée des djinns, hein, donc c'est voilà, c'est le premier qui va y arriver. Et puis surtout la fin où pour sauver la vie d'Azur, je ne veux pas vous spoiler, Asmar va parler français, pour lui, montrer qu'il n'a pas oublié ses premières années, qu'il n'a pas oublié sa culture française, parce que c'est quand même une partie de lui, va montrer qu'il n'a pas oublié son frère de lait. C'est un très très beau message. Asmar, c'est un personnage ultra complexe et très très nuancé. Vraiment, j'ai presque envie de dire c'est du gâchis, quoi, qu'on s'attarde autant sur Azur, parce que maintenant on va parler d'Azur, et ça va être très rapide, parce que Azur... bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, enfin, il est beau, il est gentil, il est généreux, il est très calme. Ouais, c'est Prince Charmant, quoi. Mais il a pas plus de caractère. Il n'a pas plus de caractère. Ah c'est dommage. C'est celui qui a tous les... Voilà. Donc bon, il est cool. Enfin, il fait le taf en tant que prince de conte de fées, quoi. Mais du coup, ça fait un peu tâche. Heureusement qu'il y a les personnages secondaires à côté, en fait, pour faire un truc un peu plus cool, parce que c'est dommage, quoi. Et c'est donc ce point un petit peu gris sur Azur qui va me permettre de parler des choses que j'aime pas. Ouais, parce qu'il y a des choses que je n'aime pas beaucoup. Donc il est temps de parler de toi. Ah, allez-y, entrez. Alors, comment ça va? Vous avez servi à rien. Voilà, je vous le dis comme ça, vous ne servez à rien. La fée des djinns, on s'en branle. Oui, parce que d'un côté, c'est très mignon, et encore une fois, ça fait très conte de fées. Le fait où, justement, voilà, quand ils sont petits, ils entendent les contes de fées sur la fée des djinns, et ils veulent aller la délivrer, et 10 ans plus tard, ils veulent quand même aller la délivrer. Sauf qu'en fait, on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est toute la ville, c'est toute la culture arabe qu'on nous montre, c'est la relation entre Azur et Asmar, c'est voilà, la victoire de la tolérance sur l'obscurantisme, enfin c'est tout ça. La fée des djinns, on s'en fout. La fée des djinns, c'est un trophée finalement. Enfin, elle est pas, je sais pas, elle est pas... Ouais, c'est vraiment un trophée, comme dans les vieux contes de fées. Alors vous allez me dire, voilà, conte de fées, c'est normal, c'est pour ça que la fée est pas hyper développée, et que Azur non plus. Alors, je m'arrête. Kirikou, c'est aussi basé sur des contes, pas des contes de fées, mais des contes quand même. La relation Kirikou-Karaba, regardez mon truc si c'est pas déjà fait, je vous explique à quel point c'est quand même vachement nuancé, vachement travaillé. Les personnages, ils ont une personnalité. On pourrait dire ça des contes, genre les contes de la nuit ou Prince et Princesse, où là, ouais, il y a beaucoup de princes ou de princesses, c'est pas...
Bon, c'est pas les caractères les plus élaborés qui soient, mais c'est des toutes petites histoires. Des toutes petites histoires, justement, donc ça passe en fait. Alors que là, quand même, hein, c'est un long métrage, donc on s'attendrait à un peu plus. Donc ça fait un peu flop quand au final ils trouvent la fée des djinns, et puis la fée des djinns, elle non plus, elle est pas développée. Qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi elle est emprisonnée? Pourquoi quoi? Vous servez à rien, je suis désolé. Et puis surtout, alors, c'est mon plus gros problème, c'est pas tant ça, c'est vraiment la fin. On va parler de la fin. Azur et Asmar ont réussi presque tous les obstacles vers la fée des djinns. Il ne leur reste plus qu'un obstacle, les portes pareilles. Ils doivent en choisir une des deux, ils savent pas laquelle. L'une mène à la fée des djinns, l'autre mène à la grotte des ténèbres. Et on a perdu, je cite. Waouh, super. Donc forcément, les frères réfléchissent un peu à qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'apparemment le bruit court que quoi qu'on fasse, on choisit la mauvaise porte. Azur se dit ah bah on devrait prendre celle de la droite parce que la gauche il paraît que ça porte malheur. Et Asmar, très intéressant, lui dit que c'est débile comme raisonnement et que c'est comme les yeux bleus, c'est comme les chats noirs, que c'est de la superstition. Très bon message, très bon message, très bon message parce que justement c'est tout le film porte le côté d'ouverture d'esprit, de sortir des vieilles croyances et des superstitions. Le choix est pertinent et d'ailleurs Azur se dit attends, ça veut dire qu'il faut prendre à gauche et il prend à gauche. Et si ça avait été à gauche la bonne porte, ça aurait été parfait. Parce que ça aurait montré que, ouais, justement, c'est ça. C'est pour ça que tout le monde a choisi la mauvaise porte. C'est parce qu'à chaque fois, arrivé là, tous les candidats se sont dit, ah bah, il faut prendre la droite, la gauche, c'est mauvais. Et ça aurait été super intéressant de conclure là-dessus. Mais non! À la place, la fée des djinns nous sort dans le plus grand des calmes. C'était indifférent. Les deux portes conduisent à cette unique salle. C'est moi qui commandais aux djinns de lumière. J'ai laissé les autres princes dans les ténèbres. Ils ne m'intéressaient pas. Connasse? Mais t'es une connasse en fait. Alors, je crois savoir ce qu'ils ont voulu faire. Je crois que Michel Oslo, il a voulu faire ça pour que la princesse ait un air de ouais, je prends pas le premier venu, je choisis moi-même mon mari. C'est très bien. Mais enfin, t'es une connasse quand même un peu là, non? Non? Je sais pas, t'en penses quoi? Ah, parce que moi je trouve que t'es une connasse, hein, franchement. Le nombre de personnes qui ont essayé de te sauver, et toi juste, ah, franchement, je sais pas, mais putain, mais t'as quel âge? Je sais pas, il te faut quoi en fait? Ils ne m'intéressaient pas. Franchement, c'est dommage. Déjà que vous étiez inutile. Là, vous avez l'air juste antipathique. C'est super. Et d'un côté, oui, peut-être que ça voulait dire, oui, il ne m'intéressait pas dans le sens, j'attendais qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment digne de moi, tout ça. C'est très bien. Le problème, c'est que dans le film, c'est plusieurs fois suggéré que le fait que la fée des djinns soit emprisonnée, ça occasionne beaucoup de soucis apparemment. C'est ça qui est responsable de la misère du peuple, de la sécheresse. Donc franchement, si ton peuple dépendait de ta libération, t'imagines? Ça se trouve, ça fait 15 ans qu'elle aurait pu être délivrée. Et cette connasse, parce que ne m'intéressait pas. Mais je reste là, je reste emprisonné. Bravo, bravo. Ah là, putain, mais c'est pour ça que je suis un peu chafouin, quoi. Enfin bon, c'est un zéro pointé pour la fée des djinns, voilà, tu mérites pas. Mais finalement, si on prend la totalité du film, il est super, il est super. Bon, c'est dommage, hein, la fée des djinns, elle est loupée, tout ce qui se passe autour d'elle est un peu loupé, mais finalement, on s'en fout, parce que la relation Azur-Asmar, même si les persos, bon, il y a un petit déséquilibre, c'est quand même très intéressant. La culture arabe est magnifique à découvrir. Les personnages sont pour la plupart quand même très attachants. Jenan, Krapou, en premier, c'est clair. L'ambiance, la musique parce que le conte de la fée des djinns, c'est aussi une comptine. Une comptine qu'on entend à plusieurs reprises, qu'on entend dans le générique de fin. Une comptine qui ouvre, qui ouvre le film. Qui ouvre le film. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ça. À quel point le film est génial. Oui, je fais une aparté à la fin. Bon, c'est pas grave. C'est bonus. Le film s'ouvre sur Jenan qui allaite les deux bébés. C'est génial parce qu'il y a pas un mot. Il n'y a pas besoin d'exposition narrative en mode je suis une nourrice et ça tu es. C'est très minimaliste. Elle fredonne juste la comptine. C'est magnifique. Et après, elle la chante vraiment en arabe. Et on comprend pas les paroles. On va les comprendre juste après. Parce que le film est bien foutu. On n'a pas besoin de savoir qui est ce bébé blanc, qui est ce bébé noir, qui est cette femme noire. On n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de. Ça te plonge tout de suite dans l'ambiance et ça annonce tout de suite la couleur en fait. Ça annonce la couleur avec cette image particulièrement.
de Jeanne qui a les deux bébés exactement symétriques. Pas un plus important que l'autre pour elle. Ça résume tout. Ça résume tout. C'est Azur et Asmar, c'est vraiment un film, je vous le conseille, je pense que vous l'avez déjà vu, parce que combien de personnes l'ont déjà vu étant enfant, j'en fais partie. Voilà, il y a des trucs, bon c'est, voilà, la fée des djinns, quand t'es enfant, bon tu captes pas, quand t'es adulte et que tu le revois, c'est vrai que tu te dis, ça sert pas à grand chose. Mais franchement, pour tout le reste, pour toutes les petites aventures, pour la beauté du truc, pour se laisser porter, mais je vous le conseille 1000 fois. Non, franchement, Michel Oslo, je referai sûrement des vidéos sur Michel Oslo. De toute façon, il y a un autre film aussi, hein, il y a ce film-là. Un jour, je le ferai. Mais en attendant, ouais, c'est. Allez le regarder. Il est pas sur YouTube, désolé, mais en streaming, en DVD, à la bibliothèque, n'importe où, je sais pas. Regardez-le, putain.